Le tour du monde de l'actualité de ce jour nous conduira dans un premier temps sur le continent européen et notamment en France où Emmanuel Macron souhaite ancrer la Russie dans l'Europe. Nous parlerons également des relations entre le Rwanda et la France avec la visite de Paul Kagame à l'Elysée depuis 2011. Et du nouveau dans l'affaire Malaysia Airlines où selon les enquêteurs, la Russie serait responsable de l'attaque du 17 juillet 2014. Présidentielle en Colombie, un second tour entre Ivan Duque de la droite et Gustavo Petro de la gauche. Et un mot de santé avec le virus Ebola qui refait surface et cette fois c'est en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le premier chapitre de cette session d'information nous conduit en Europe, précisément en France, où il est question des relations entre Paris et Moscou. En effet, tourner le dos à plus de 25 années d'incompréhension et mettre un terme aux tensions actuelles entre Paris et Moscou, telle est la mission qu'entend réussir Emmanuel Macron. À la tribune du Forum économique de Saint-Pétersbourg, où la France était l'invité d'honneur avec le Japon, le numéro 1 français a dit tendre la main à la Russie afin de l'ancrer dans l'Europe. Reportage. La scène a comme un air de déjà-vu. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine surplombent les immenses jardins du palais Constantin à Saint-Pétersbourg. Il y a un an, presque jour pour jour, le président russe déambulait dans les allées de Versailles. Entre les deux hommes, les sujets de discorde ne manquent pas. L'affaire Skripal, le conflit en Ukraine ou encore l'implication russe en Syrie. Et certains de ces différends ne semblent pas près d'être résolus. La Russie va continuer à travailler avec le gouvernement syrien et l'opposition dans le cadre du processus d'Astana, car cela a porté ses fruits jusqu'ici. Le dossier iranien offre par contre un terrain d'entente. En dénonçant l'accord sur le programme nucléaire de Téhéran, Donald Trump a paradoxalement rapproché les autres signataires, dont la France et la Russie. Je souhaite que l'ensemble des signataires restent dans l'accord et le préservent. Je souhaite que l'Iran reste pleinement engagé dans l'accord nucléaire et ne reprenne aucune activité. À cet égard, je considère que les dernières informations transmises par l'AIEA vont dans la bonne direction et sont réconfortantes. J'ai dit au président Poutine cette volonté, je crois que nous la partageons. Emmanuel Macron compte aussi sur cette visite pour signer quelques contrats. Plus d'une cinquantaine d'opérateurs économiques sont du voyage. La France reste l'employeur étranger le plus important en Russie. Toujours en France, c'est une première depuis 2011 en visite au palais de l'Elysée. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a été reçu mercredi 23 mai par son homologue français Emmanuel Macron. Alors que les relations entre Paris et Kigali restent distendues depuis le génocide rwandais, Emmanuel Macron souhaite nouer une relation pragmatique avec le Rwanda. Élément. Visite date de 2011. Paul Kagame sur le perron de l'Elysée, accueilli par Nicolas Sarkozy pour une visite d'État. Le président français avait reconnu quelques mois plus tôt de graves erreurs d'appréciation de Paris lors du génocide de 1994. Les relations entre les deux pays étaient alors au beau fixe, avant de se dégrader à nouveau. Octobre 2016, le président rwandais menace de rompre à nouveau les liens diplomatiques. En cause, la réouverture d'une enquête française sur l'attentat de 1994 contre l'ancien président rwandais Habyarimana. Un proche de Paul Kagame est alors visé. Je dis que c'est la France qui devrait être sur le banc des accusés, qui devrait être jugée. Pas des gens au Rwanda, pas des Rwandais. Depuis cette déclaration, la France a changé d'exécutif. En un an, Paul Kagame a rencontré Emmanuel Macron à 3 reprises lors de sommets internationaux, avant d'être reçu par le président français cette semaine. Cette fois, le discours se veut plus apaisé et rassembleur. Nous avons plus que jamais besoin de travailler ensemble grâce à un vrai partenariat, tout en essayant d'encourager les Africains et de leur donner plus de pouvoir pour qu'ils puissent jouer un vrai rôle politique. Au menu des discussions, l'Union africaine que préside Paul Kagame et qui planche sur les questions de sécurité en Afrique. Je suis convaincu qu'il est dans notre intérêt collectif de soutenir le renforcement et donc le financement pérenne et prévisible des opérations africaines de paix. Paris se serait montré aussi favorable à la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères à la tête de l'organisation internationale.
C'est un jour de vote historique pour l'Irlande. Près de 3,5 millions d'Irlandais sont appelés à se rendre aux urnes pour se prononcer par référendum sur le maintien ou l'abrogation d'une disposition constitutionnelle interdisant le droit à l'avortement. Rappelons qu'une loi votée il y a 35 ans interdisait pourtant cette pratique. La société reste divisée sur le sujet, mais le oui semble l'emporter selon les sondages. Compte rendu. Amy Callahan a découvert après 12 semaines de grossesse que son second enfant présentait une anomalie du cerveau. Le bébé avait de fortes chances de mourir in utero. En Irlande, l'avortement n'est autorisé que lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère. Et comme Amy a pu le constater, il n'existe aucune exception. Je me suis dit que le bébé avait beau avoir le cœur qui battait, il n'avait pas de cerveau. Alors j'ai pensé que ce cas serait traité différemment, j'ai été surprise qu'il ne le soit pas. Alors Amy a décidé de faire comme 3000 Irlandaises chaque année. Elle s'est rendue en Grande-Bretagne pour avorter. Tout ce à quoi je pensais lorsque j'étais dans l'avion, c'était combien de femmes sont sur ce vol pour aller avorter. Et lorsque je suis arrivée à la clinique, il y avait bien une fille qui avait pris le même avion que moi. Lorsqu'Amy est retournée à Dublin avec le corps de son enfant mort-né, elle n'a reçu aucune instruction sur la démarche à suivre. Cette maman de 35 ans s'est sentie abandonnée par son pays. Nous étions si tristes et blessés par cette situation. Tout le pays nous prenait pour des criminels. La loi sur l'avortement en Irlande est l'une des plus strictes au monde. En 1983, les 2/3 des habitants votaient en faveur du 8e amendement de la Constitution qui criminalisait l'IVG. 30 ans plus tard, la loi a été légèrement modifiée, autorisant l'avortement au cas où la vie de la mère était en danger durant la grossesse. Pour le docteur Rona Mahoney, conserver le système actuel en Irlande enverrait un message terrible aux femmes. Les avortements clandestins risqueraient d'augmenter et nous continuerions à envoyer des femmes avec de sérieuses anomalies fétales se faire soigner en Grande-Bretagne. Jusqu'ici, de nombreux électeurs se sont déclarés indécis pour le référendum. Le résultat du vote sera connu samedi dans la journée. Du nouveau dans l'affaire Malaysia Airlines, au regard des conclusions des enquêteurs, le missile qui a abattu le vol MH17 au-dessus de l'Ukraine le 17 juillet 2014 provenait d'une unité militaire russe. Regardez. 4 ans après le crash, l'équipe d'enquêteurs internationaux affirme qu'un missile russe a bel et bien abattu le vol MH17 alors qu'il survolait une zone en proie à d'intenses combats dans l'est de l'Ukraine. Les 298 passagers avaient perdu la vie. Après un gigantesque travail de comparaison avec d'autres types de missiles, la commission d'investigation a conclu que le missile qui a été tiré et qui a abattu le MH17 venait de la 53e brigade de l'air basée à Koursk, en Russie. En analysant des morceaux de missiles, les enquêteurs ont pu identifier son numéro de série. Ils ont ensuite méthodiquement reconstitué le parcours d'un convoi de véhicules russes soupçonnés d'avoir transporté l'arme utilisée pour abattre l'avion en s'appuyant notamment sur des photos diffusées sur les réseaux sociaux. Nous savons que c'était un missile Buk de type 9M38. Nous avons trouvé des morceaux de ce missile sur le site du crash, mais aussi incrustés dans le corps de certains passagers. Tous ces échantillons ont été mis en sécurité par les enquêteurs et examinés avec le plus grand soin par les spécialistes. La Russie continue de nier toute implication. Le ministère de la Défense affirme qu'aucun missile russe n'a jamais franchi la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Hors du continent européen, direction la Colombie, où le candidat de droite Ivan Duque est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle dimanche. Il devra affronter son rival de gauche Gustavo Petro lors d'un second tour inédit prévu le 17 juin prochain. Reportage. Dans le fief du candidat de droite, les partisans d'Ivan Duque célèbrent leur champion. Je souhaite remercier Dieu et tous les Colombiens qui ont voté aujourd'hui pour moi et pour les autres candidats. Aujourd'hui, c'est la démocratie colombienne qui a gagné. Avec plus de 39% des voix, le protégé de l'ex-président Álvaro Uribe confirme les pronostics. Pas suffisant cependant pour remporter l'élection. Le 17 juin prochain, il devra donc affronter au second tour son rival de la gauche indépendante Gustavo Petro, qui remporte 25% des voix.
C'est la première élection présidentielle depuis l'accord de paix signé avec les FARC en 2016, un moment historique pour les Colombiens après 50 ans de conflit armé. En Colombie, la paix reste fragile et l'accord signé avec les FARC divise la société colombienne et les candidats. L'accord est jugé trop laxiste par Iván Duque qui promet de le durcir. A l'inverse, Gustavo Petro, premier candidat de gauche à aller aussi loin dans une élection présidentielle face à la droite, défend cet accord. Pour lui, un retour en arrière fragiliserait la stabilité du pays. C'est de cela qu'il va s'agir quand nous allons retourner aux urnes. Savoir si nous voulons un retour à la violence ou si nous voulons construire la paix. Il soutient aussi le dialogue en cours entre le gouvernement et l'ELN, une autre guérilla toujours en activité. La majorité du pays est aujourd'hui pacifiée, mais certaines régions restent en proie à la violence de groupes armés se disputant les territoires abandonnés par les FARC. La consolidation de la paix sera donc la tâche principale du futur président. La Chine, à présent, et parlons relations diplomatiques. Le Burkina a annoncé jeudi avoir rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan, portant un nouveau coup sur la scène internationale à l'île qui pourtant lui apportait une aide importante en échange à son soutien diplomatique. Ce deuxième revers en quelques semaines pour Taipei, qui ne conserve plus qu'un seul allié dans sa rivalité avec Pékin en Afrique, a amené le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, à présenter sa démission. Suivons cet élément. C'était l'un des derniers pays à résister à la vague. Le Burkina Faso a finalement décidé de rompre ses relations avec Taïwan. Ouagadougou rejoint ainsi la quasi-totalité des pays africains qui ont tourné le dos à Taipei. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères s'en explique. Cette décision est guidée par la ferme volonté du gouvernement de défendre les intérêts du Burkina Faso et de son peuple dans le concert des nations et de nouer le meilleur partenariat afin de consolider le développement socio-économique de notre pays et de faciliter les projets régionaux et sous-régionaux. Il est difficile de ne pas y voir la main de la Chine, premier partenaire financier de l'Afrique. Pékin n'a d'ailleurs pas manqué de manifester sa satisfaction après la décision du gouvernement burkinabé. Nous saluons la décision du Burkina Faso et espérons qu'il rejoigne la grande famille de l'amitié et de la coopération sino-africaine au plus vite, s'est réjoui le gouvernement chinois par le biais de son ministère des Affaires étrangères. C'est la deuxième fois, après 1973, que le Burkina Faso rompt ses relations avec Taïwan, qui n'a plus que le royaume d'Eswatini, ex-Swaziland, comme seul partenaire sur le continent. Parlons santé en prélude au nouveau cas d'Ebola signalé en République démocratique du Congo. Le gouvernement a annoncé une campagne de vaccination à partir du lundi 21 mai. La vaccination cible en premier lieu le personnel de santé, les contacts des malades et les contacts des contacts. En effet, les autorités ont confirmé 3 nouveaux cas de virus Ebola dans le nord-ouest du pays, portant ainsi à 43 le nombre d'individus présentant les symptômes. Suivez ce reportage pour plus de détails. À chaque nouvel enterrement d'une victime d'Ebola, ces volontaires doivent respecter des consignes de sécurité très strictes. Leurs corps sont complètement recouverts. Les cercueils sont désinfectés pour éviter tout risque de contracter le virus. Lorsque les personnes meurent à cause d'Ebola, elles sont très infectieuses. Ici, c'est un endroit où il y a plusieurs cas d'infection. Il est important que les enterrements se fassent avec beaucoup de précautions pour diminuer les risques de transmission. Ici à Mbandaka, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, le nombre de nouveaux cas d'Ebola continue de grimper. Dans la région de Bikoro, plusieurs personnes ont été testées positives au virus, une situation qui fait craindre un risque de propagation élevé. L'Organisation mondiale de la santé affirme que 9 pays voisins pourraient être touchés par Ebola, mais l'épidémie ne représenterait pas pour l'instant une urgence de santé mondiale. Le comité d'urgence conseille au gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'OMS et à ses partenaires de rester mobilisés avec vigueur pour affronter cette épidémie. Sans cette vigilance, la situation est susceptible de se détériorer gravement. L'OMS a déjà envoyé 7500 doses de vaccin expérimental sur place. Une campagne de vaccination devrait commencer dès dimanche. Objectif, contenir le plus rapidement possible l'épidémie d'Ebola. Entre fin 2013 et 2016, le virus avait causé la mort de plus de 11 000.
C'est un nouveau rapport publié par Amnesty International jeudi qui accable l'armée nigérienne et les milices armées. Le rapport, qui s'appuie sur plus de 250 entretiens, relève en outre que des femmes ont été violées par des soldats et des miliciens en échange de nourriture et des milliers d'autres sont mortes de faim dans des camps de déplacés. Le point en images. C'est un nouveau rapport publié jeudi par Amnesty International qui accable l'armée nigériane et les milices armées. Le document, qui s'appuie sur plus de 250 entretiens, révèle comment des crimes ont été perpétrés au Nigeria pendant de nombreuses années et ont continué malgré une enquête présidentielle menée en août dernier. Le rapport révèle en outre que des femmes ont été violées par des soldats et des milices en échange de nourriture et des milliers d'autres sont mortes de faim dans les camps de déplacés. Un soldat arrivait avec de la nourriture dans sa main et il disait « Si tu m'aimes, prends cette nourriture ». Puis ils ajoutaient « Venez avec nous ». Nous pensions à nos enfants qui pleuraient pour la nourriture. Si tu acceptais la nourriture, ils revenaient pour avoir des relations sexuelles avec toi. Et si tu refusais, ils te violaient de force, a témoigné une victime sous anonymat. En réaction, le quartier général de la défense nigérienne accuse à son tour l'ONG de planifier de déstabiliser le pays. L'armée a annoncé mercredi avoir reçu des informations faisant état d'un plan mis sur pied par Amnesty International sur la publication d'un faux rapport. Le Nigeria mène une guerre depuis 9 ans contre la secte islamiste Boko Haram. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées et des milliers d'autres tuées au cours des combats. C'est l'histoire de 210 enfants soldats qui ont été libérés par leurs ravisseurs à Pibor, dans la région du Grand Djonkey, au sud du Soudan. Aujourd'hui, ils s'échangent désormais des fusils contre des stylos. La plupart des enfants appartiennent au rang de l'Armée populaire de libération du Soudan, SPLA, une branche de l'opposition. Élément. C'est l'histoire de 210 enfants soldats qui ont été libérés par leurs ravisseurs à Pibor, dans la région du Grand Djonglei, au Soudan du Sud. Ils ont échangé leurs armes et treillis militaires contre une trousse composée de livres, stylos, vêtements, draps, moustiquaires et d'autres articles essentiels. Beaucoup ont été recrutés de force, tandis que d'autres disent qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller dans la brousse après la mort de leurs parents. Nous avions des relations avec les commandants aussi. La vie dans la brousse était bien meilleure par rapport à la souffrance subie ici dans certaines régions du Soudan du Sud. Nous avions l'habitude de souffrir sans manger. Personne ne nous donnait de la nourriture. Alors je suis resté dans la brousse avec un objectif: détruire le Soudan du Sud afin qu'il puisse être hérité par d'autres. Cela n'a pas de sens de dire qu'ils défendent les droits des enfants et c'est pourquoi ils se battent, ou bien qu'ils défendent l'avenir des enfants et c'est pourquoi ils se battent, et qu'ils défendent l'avenir du pays et c'est pourquoi ils se battent. Vous ne pouvez pas défendre l'avenir si vous détruisez l'avenir parce que les enfants sont l'avenir. Alors, travaillons ensemble, main dans la main, et veillons à ce que nos paroles soient mises en pratique. Environ 728 enfants soldats du Soudan du Sud, parmi lesquels 185 filles, ont été libérés jusqu'à présent, mais cela reste un défi de les réintégrer dans leur communauté. Et le risque de nouveaux recrutements reste toutefois présent. Changeons carrément de sujet, parlons technologie. Coup d'envoi ce jeudi 24 mai à Paris de la 3e édition de Vivatech, le salon de l'innovation technologique, intelligence artificielle ou encore intelligence artificielle, robots et réalité augmentent. Sur 45 000 km² sont déployées les inventions et les innovations qui façonnent le monde de demain. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait investir de l'argent public dans les start-up africaines les plus prometteuses. Reportage. Coup d'envoi ce jeudi à Paris de la 3e édition de Vivatech, le salon de l'innovation technologique. Intelligence artificielle, robots, réalité augmentée. Sur 45 000 m² sont déployées les inventions et innovations qui façonneront le monde de demain. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait investir de l'argent public dans les start-up africaines les plus prometteuses. Dans cette optique, le concours d'innovation numérique Digital Africa a été lancé pour aider financièrement les entrepreneurs à travers le continent africain. J'appelle tous les entrepreneurs africains de tous les pays du continent à se joindre à cette initiative Digital Africa et joindre la plateforme. Et je souhaite que la France puisse, à l'image de ce que nous avons fait pour notre écosystème avec BPI France, prendre sa part du financement du développement des écosystèmes africains.
avec l'énergie, les idées et surtout une jeunesse hyper connectée. Le potentiel africain est là, c'est indéniable. Ce qu'il manque aujourd'hui à ces startups, c'est l'accès au financement, d'où l'importance d'une initiative comme celle de l'AFD. L'Agence française de développement a annoncé qu'elle allait débloquer 65 millions d'euros pour accompagner à hauteur de 30 000 à 50 000 euros toutes les startups sélectionnées sur la plateforme Digital Africa. Moment fort de cette première journée, la visite de Paul Kagame, invité par Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État sont allés à la rencontre de la jeune scène entrepreneuriale africaine, pleine de promesses, affirme le président rwandais. Ils ont du talent, ils ont déjà un esprit d'innovation, et maintenant ils se tournent vers cela, vers l'entrepreneuriat. Je pense donc que la seule chose dont ils ont besoin, c'est les moyens financiers, afin qu'ils puissent continuer de gravir les échelons. 80 000 visiteurs et environ 1800 startups du monde entier prennent part à cette conférence qui va durer 3 jours. Le sommet accueillera également plus de 300 conférenciers, dont le PDG de Facebook. La page culture de ce journal nous fait voyager jusqu'en Côte d'Ivoire où l'effritement du lectorat anime les allées du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. L'événement qui s'est ouvert dans la capitale économique réunit les professionnels de l'édition et des amateurs de littérature. Alors que le discours dominant est aux critiques du fondement du secteur du livre en Afrique, le commissaire du salon indique que le livre reste un secteur particulièrement dynamique. Compte rendu. À repartir de ce salon du livre. L'éternelle question de l'effritement du lectorat anime les allées du Salon international du livre d'Abidjan. L'événement qui s'est ouvert dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire réunit les professionnels de l'édition et des amateurs de littérature. Alors que le discours dominant est aux critiques du fonctionnement du secteur du livre en Afrique, le commissaire du salon indique que le livre reste un secteur particulièrement dynamique. L'édition africaine dans son ensemble se porte bien, avec ses points forts et ses points faibles. Parlant de ses points forts, c'est le dynamisme, c'est la floraison des maisons d'édition, c'est le nombre d'écrivains. Donc c'est une chaîne du livre qui essaie de se battre pour vivre et aujourd'hui qui essaie de s'exporter. Les points faibles de l'édition africaine, on a parlé du lectorat. Nous avons le défi, le combat du lectorat que nous devons relever. Est-ce à dire que les jeunes Ivoiriens ou Africains ne lisent pas? Et pourquoi ne liraient-ils pas? L'une des réponses avancées est que le livre édité en Afrique est cher. Tout dépend de l'intérêt qu'on a pour le livre, si vous voulez. C'est cher par rapport à quoi? Cher dans l'absolu. Je dirais que l'œuvre de l'esprit n'a pas de prix. Donc, mais pour rester dans le concret, on ne peut pas dire que les livres, à qualité égale, les livres en Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire surtout, ne sont pas chers. En Côte d'Ivoire, comme dans nombre de pays africains, les programmes de classe de littérature restent en gros dominés par les ouvrages de l'ancienne puissance coloniale. Et cela a une incidence dans les goûts de lecture de la jeune génération. La littérature française me passionne particulièrement parce qu'on y retrouve un style classique qui est sobre et très plaisant. Et dans la littérature française, notamment avec Victor Hugo et Charles Baudelaire, on retrouve ce style d'écriture-là qui fait à la fois sourire, mais qui passionne tant quand on lit que quand on regarde les ouvrages. Conquérir le marché du livre scolaire en Côte d'Ivoire avec ses 5,5 millions d'élèves. Voilà le cheval de bataille de l'édition ivoirienne qui, comme ailleurs dans le monde, compte pouvoir recruter dès le plus jeune âge ses futurs clients. Il avait arrêté l'écriture en 2012 par manque d'énergie après un demi-siècle à imaginer des histoires qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier et 2 années après son dernier roman Némésis. Auteur de plus de 30 livres, dont un pastoral américain pour lequel il a reçu le prix Pulitzer en 1988 et Portnoy et son complexe qu'il a fait connaître en 1969, l'écrivain Philippe Roth est mort à l'âge de 85 ans dans un hôpital new-yorkais. Reportage. Le regard sombre, mais aussi l'air malicieux. Philippe Roth interpelle, comme d'ailleurs toute son œuvre. Près d'une trentaine de romans, d'essais ou de nouvelles. Une carrière commencée à l'âge de 26 ans. L'écrivain se fait connaître en 1959 avec son premier recueil de nouvelles, Goodbye Columbus. Mais le succès et la célébrité viendront 10 ans plus tard avec Portnoy et son complexe. Philippe Roth y décrit l'univers libidineux d'un jeune avocat juif, un roman subversif
qui lui vaudra de nombreuses critiques. Il avait un style très clair, limpide, percutant et surtout, je crois que ce qui m'attire chez lui et qui a attiré beaucoup de gens, peut-être plus des Européens d'ailleurs que des Américains, c'était un grand écrivain satiriste. Et c'est vrai que peut-être en Amérique on n'aime pas tant que ça la satire. Philippe Roth aime décrire les travers de la société américaine. Il recevra d'ailleurs le prix Pulitzer en 1998 pour Pastorale américaine. L'écrivain s'amuse à brouiller les frontières, il mélange la réalité et la fiction, manie la dualité et va même jusqu'à créer son double fictionnel, Philippe Roth. De la satire de la société, il passe à celle de la politique. Une des questions qui l'obsédait, c'était qu'est-ce que c'est qu'être un juif américain, c'est-à-dire un juif qui n'a pas connu la Shoah. Et tout d'un coup, dans le complot contre l'Amérique, il invente le fait que Lindbergh, grand aviateur mais aussi grand antisémite, aurait gagné la présidence des États-Unis. Et donc c'est, comme il disait, un livre sur la peur, un grand livre sur la peur. C'est-à-dire tout d'un coup, il se mettait en scène, il mettait en scène sa famille, il mettait en scène son père, révolté contre l'antisémitisme. Philippe Roth recevra de Barack Obama la médaille nationale des humanités. Au total, il sera récompensé de 24 prix, à l'exception du Nobel, qui lui échappera toujours. Le géant de la littérature américaine trouve aussi son public en France. Philippe Roth est édité de son vivant dans la prestigieuse collection La Pléiade et sera fait commandeur de la Légion d'honneur. Avec les années, Philippe Roth dit ne plus avoir l'énergie et ne plus supporter ni la frustration ni l'humiliation liées au travail d'écriture. À chaque fois, je me dis que je n'arriverai pas à écrire un autre livre. Et c'est comme ça depuis des années. Je ne sais pas où je vais trouver l'inspiration, comment je vais traverser encore ce que je viens de vivre en écrivant mon dernier livre, et j'ai peur de perdre ma magie après avoir achevé l'écriture d'un livre. Et je pense qu'à un moment, on perd effectivement sa magie. En 2012, il annonce mettre fin à sa carrière. Némésis, écrit 2 ans plus tôt, sera son dernier roman. Philippe Roth s'éteint le 22 mai 2018, à l'âge de 85 ans. Du sport avec bien sûr la Ligue des Champions. Déjà vainqueur de la Ligue des Champions en 2016 et 2017, le Real Madrid a signé un incroyable triplé en remportant l'édition de 2018. Victorieux de Liverpool en finale 3-1, le club merengue a écrit ainsi une page majeure dans l'histoire du football. Suivez. لكن فما لوريس كاريوس اش تعمل يا كاريوس جول 1-0 للريال 1-0 لمدريد مش ممكن يا سحار يا بنزيما يا غدار يا بنزيما يا سفاح يا بنزيما خلاص اتحلت الشبكة لألمانيا يديها لألمانيا اعطاها لألمانيا قرر نيابة عن زملائه انه الكاس للريال مدريد 1-0 الميرينجي لوريس كاريوس اليوم حارس المنشن البارح. هذا الريال غير عادي الريال جول هي مسرحية مولير التعادل جول 1-1 ليفربول الحمرة ديما برجالها 1-1 ساديو ماني ينقذ ساديو يقتنص ساديو يعود من عاد في الريمونتادا التاريخية هناك في أرض الأتراك في استاد اتاتورك قادر على العودة في كييف وبين كييف واسطنبول ساعة ونصف بالطيران طار طير ويشيل الحمرة شيل كاريوس يتهنى كاريوس يرتاح مارسيلو يوزع كورة عودة له جول يا جارث يا بيل التجربة حتى الثاني هيستوريكو فينومينال جولاتو كي جول دير ريال بالايطالية ريتي بالفرنسية بوت بالالمانية دور بالانجليزية جول يتعلم يتدرس هدف يضرب هدف يتصدى له جارث بيل ايش بيني وبينك ايش It's a decent ball as well to Milner. Really important at the moment. Can have for a ball as well, and Benzema. Chan's got to bring some new energy. Oh, there's a shot. Oh, he's dropped it. Two goalkeeping errors tonight by Karius. Of course, Liverpool so dear in the. Nous ne saurions terminer cette session d'information sans un message spécial à celle qui donne la vie et qui est célébrée aujourd'hui à travers le monde, c'est bien sûr la mère. Nous allons de façon symbolique célébrer une qui est parmi nous, elle s'appelle Rose, elle est cadreur, elle va juste me rejoindre. C'est la petite surprise du jour, chers fidèles téléspectateurs de Télévision Nouvelle Connexion, je vais me tenir debout pour ça. Et bien sûr, vous remettre symboliquement cette fleur pour vous souhaiter bonne fête, maman.
Alors on va faire les accolades. Voilà, on enlève le casque. Voilà, que Dieu vous bénisse et puis bonne fête encore. Vous allez rester peut-être à côté de nous afin que nous puissions nous terminer pour cette émission. Alors chers téléspectateurs de télévision, c'est ici que nous mettons un terme à ce rendez-vous de l'information. Bonne suite des programmes sur nos antennes et que Dieu soit votre partage.